Aujourd'hui, nous sommes le 12 avril 2022 et c'est avec un plaisir que nous vous retrouvons pour l'aventure de ce jour, pour l'émission Bonjour le Faso sur Savane TV. Alors, tous ceux qui nous suivent partout au Faso, nous vous disons bonjour, ainsi qu'à ceux qui nous suivent particulièrement donc de Houndé, depuis les gares donc de Houndé et puis depuis les cars justement parce que vous êtes nombreux à suivre l'émission Bonjour le Faso du côté de Houndé. Nous vous passons le bonjour. Cette semaine, vous le savez, nous sommes installés au niveau de la place de la Nation de Ouagadougou pour vous conter et raconter l'histoire et l'historique de cette place qui est passée de place d'Arboussier à place du 3 janvier 1966, puis place de la Révolution en 1983 et aujourd'hui officiellement place de la Nation. Il faut retenir que le nom officiel de cette place reste la place de la Nation. Alors, c'est dans la rubrique à la découverte de que nous vous parlons justement de cette place. Et dans la rubrique invité du jour, nous recevons aujourd'hui Mamadou Abdelkader Traoré, alias Papus Traoré. Il est le coordonnateur du mouvement pour le retour de Blaise Compaoré. Avec lui, nous parlons du verdict donc du procès Thomas Sankara. Et dans la rubrique Un œil sur la société avec Serge Youssef Ouedraogo, nous nous intéressons au phénomène de la dépigmentation qui est une réalité au Burkina Faso aujourd'hui. Nous en parlerons dans la deuxième partie de cette émission. En attendant, nous partons tout de suite et maintenant au niveau de la place de la Nation pour débuter l'aventure et c'est la rubrique à la découverte 2 qui nous accueille. La place de la Nation de Ouagadougou qui est située en plein centre-ville justement donc de Ouagadougou et qui est gérée par l'état-major général des armées. Alors il faut dire que cette place a une histoire, donc c'est une place qui a vraiment abrité des événements sociopolitiques majeurs donc du Burkina Faso et récemment pour justement nous rappeler de l'histoire récente, c'est en 2014 justement l'insurrection populaire, les rassemblements donc s'y passait. Et bien sûr, cette semaine, nous avons décidé de ramener l'histoire et la découverte justement de la place de la Nation de Ouagadougou. Aujourd'hui, nous vous proposons d'écouter un témoignage de quelqu'un qui a vécu donc la Révolution et qui a connu cette place-là sous la Révolution puisqu'il a participer à des activités qui s'y menaient. Il s'agit de Mousbila Sankara. Il faut rappeler qu'il était par ailleurs ambassadeur du Burkina en Libye sous la Révolution. Il nous raconte ce qu'il sait de la place de la Nation et pour lui, l'appellation qui sied et qui restera donc dans sa mémoire, c'est place de la Révolution. Mais notez bien qu'officiellement, le nom de cette place est devenu place de la Nation sous Blaise Compaoré et c'est toujours cette appellation qui sied. On y va et on revient pour la suite. Je m'appelle Sankara Mousbila. Je suis un ingénieur des travaux de télécommunications en retraite depuis 2000 et actuellement je fais des travaux de ferme dans mon village à Tema-Boquin. Le terme place de la Nation là, est très récent parce que c'est sous Blaise Compaoré que dans le désir d'effacer tout ce qui est lié à la Révolution, en particulier à la personne de Thomas Sankara, on a effacé ça et on a officiellement dit que ça s'appelle la place de la Nation. C'est dans le même cadre que les dates du 4 août et autres 5 août ont été remaniées et restituées dans notre histoire. Mais moi, je suis venu à Ouagadougou en juillet 1960. Donc c'est beaucoup plus tard par rapport à l'existence de cette place qui était l'ancien marché de Ouagadougou. Bon, moi, je suis venu trouver que le marché est là où il se trouve actuellement, à Rodowoko. Mais de par appellation et les indications de ceux qui étaient déjà là, ce fut l'ancien marché de Ouagadougou. On l'appelait d'ailleurs Rakoudouin. C'était donc quelque chose qui remonte jusqu'à Anaba Zombré. Alors, donc, c'est-à-dire vers le 16e ou le 15e siècle en tout cas assez loin. C'était donc le marché de Ouagadougou. Et c'était de ce qu'on nous a dit, parce qu'on s'est intéressé un peu à ça, c'était devant, cette place-là était en face de la maison du Moro Naba, qui était située là où se trouve actuellement le camp Guillaume Ouedraogo. Donc la place de la Nation là, c'est le Rakodro qui était entre la maison
du Monaba, localisé dans l'actuel Guillaume Ouedraogo là. Et puis, entre la BCAO et surtout le siège de Air Afrique, avant là. Entre le siège de Air Afrique et le camp, c'est ça qui est le Rakodoro. Et le siège de Air Afrique là, c'était, d'après les informations qui nous ont été données, là où notre grand-père Motiba cultivait. Alors le Moro était en face, et c'est pour ça d'ailleurs que le quartier d'Apoya là a le nom de Dapoya, parce que la cour du Moro faisait face à la place du marché Rakodoro là, et derrière, juste là où il y a passe les rails là, c'était le quartier d'Apoya, derrière c'est le chef. Alors, mais quand je suis arrivé à Ouagadougou, il ne faisait plus le marché ne se passait plus là-bas, mais c'était un emplacement réservé aux manifestations populaires, les grandes prières de Tabaski et de Ramadan, et quand il y a les fêtes du 14 juillet, le soir, les danses populaires là se tenaient là-bas. Et en ce moment, comment on appelait cette place? Les autochtones appelaient toujours Rakodoro, mais l'administration, ou en tout cas le colonialisme, appelait la place d'armes. Puisque c'était en face de l'armée, et il y avait la garnison, il y avait le BAM, et puis il y avait le logement du chef d'état-major. C'était vraiment un endroit qui était entre les militaires. C'est les seules constructions qui sont venues après. Mais ça c'est quand j'étais à Ouagadougou. C'est la caisse, c'est la BCAO, c'est Air Afrique. BCAO là, il faut pas, c'est pas le long bâtiment là. Il y a un autre là où il y a écrit, c'est quelle banque là, Ecobank ou quelque chose en tout cas. Là-bas, en face de la mairie là, c'était, la place a été encadrée par des militaires jusqu'à l'arrivée à la construction de ces bâtiments. Alors donc moi je l'ai trouvé au Rakodoro, bon, et ensuite c'est devenu place d'armes, et à partir de la place d'armes, on avait commencé déjà à partir de l'insurrection de 66 là, les gens avaient commencé par parler place du 3 janvier. Oui, ça aussi, ça n'a pas duré, mais certains disaient place du 3 janvier, d'autres disaient déjà révolution. Mais comme l'expression n'était pas libre, bon, sinon il y avait la place ça passait aussi par place du 3 janvier. Parce que le 3 janvier, c'est là-bas que les travailleurs se sont retrouvés pour demander le départ du pouvoir de Maurice. Le départ au pouvoir de Maurice. Alors, c'est plus tard que, dans ce changement-là, l'événement le plus important qui est intervenu aussi, c'est la révolution du 4 août. Bon, le 4 août, là, cette place n'a pas été tellement, pour moi, elle n'a pas abrité grand-chose, mais juste après le 4 août, compte tenu de l'importance de sa superficie, beaucoup de réunions et beaucoup de choses ont été tenues là-bas. Et avant même la date du 4 août, il y a eu, sous le CSP1, des meetings que les intellectuels bizarres de Burkina avaient qualifié de clarification. Et c'est pendant ces meetings que la divergence est apparue entre le groupe Jean-Baptiste Ouedraogo et puis celui de Thomas Sankara. Voilà. Donc si je comprends bien, c'est sous la Révolution que cette place a été appelée... Place de la Révolution de façon officielle. Mais avant, elle fut place du 3 janvier, place d'armes, et puis le Kodoro. Ouais. Quand je suis venu à Ouagadougou, la dénomination c'était le Rakodoro, l'ancien marché de Ouagadougou. Mais à partir de janvier 66, c'était la place du 3 janvier. Mais ça n'a pas prospéré parce que d'abord les gens n'attachaient pas beaucoup de chance à ces dates-là comme ça.
Vous écoutiez à l'instant le témoignage de Mosbila Sankara. Il faut rappeler qu'il était ambassadeur de Burkina en Libye sous la Révolution et il nous parlait justement de la place de la nation. Et pour lui, ça restera place de la Révolution, comme vous avez pu l'entendre à travers ce témoignage. Nous disons merci à Abdoulaye Kinda qui a rencontré Mosbila Sankara pour lui. Maintenant, nous allons faire le tour des journaux pour découvrir ce qui marque l'actualité aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous sommes avec Kambou pour la revue de presse. Bonjour Kambou. Bonjour Abzeta, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Alors, pour aujourd'hui, nous débutons par quel journal? Nous débutons par la une de l'Observateur Palga. À la une donc de l'Obs ce matin, on lit « Lutte contre la vie chère, le gouvernement loue ses propres efforts. Ramadan Market, un marché pour gêner low cost. Contrôle approfondi des structures publiques. La SELC veut secouer les cocotiers. Présidentielle française, Mélenchon en tête au Burkina. Au moins avec Marine Le Pen, les choses sont claires. Sélectionneur des étalons, 64 candidats pour la succession de Kamou Malo. Donc voilà pour les titres qu'on lit ce matin à la une du quotidien L'Observateur Palga. Le quotidien Le Pays nous apprend ceci à sa une, notamment dans la rubrique Révélation, crise sécuritaire, les activités de la mine de Taparco suspendues. Crise alimentaire au Burkina, près de 3 milliards de francs CFA mobilisés. Dans la rubrique Mardi politique, c'est Naba Sebgo de Zitenga qui est à l'honneur, et il dit ceci. Les politiques, les religieux et les coutumiers sont tous responsables de la faillite du pays. Audit de l'armée, les travaux préparatoires sont achevés selon le contrôleur général d'État. Mois de Ramadan, les mémorables événements de ce mois. Et dans la rubrique Actu Foot pour terminer, Burkina Faso, 64 candidats pour le poste de sélectionneur. Et nous passons à la une du journal Aujourd'hui au Faso. Aujourd'hui au Faso, nous apprenons ceci. Le ministre malien de la Réconciliation à Moura, frilosité et une opportunité suspecte. Candidature de Didier Drogba à la présidence de la FIF, l'ancien capitaine des éléphants veut désormais diriger le navire. Soudan, 3 ans après la chute d'El-Béchir, l'introuvable chemin de l'état de droit. Gouvernance, marché public, carburant, lubrifiant, plus d'une centaine de structures publiques sous les fourches codines de l'ASE-LC. Dans la rubrique New des jours de Aujourd'hui au Faso, on apprend 27 terroristes tués dans le Lorum. La Somita arrête ses activités. Hajj 2022, 1 million de pèlerins attendus. La condamnation de Vital Kamere annulée. Et nous allons terminer la lecture des unes par la une du journal Le Quotidien. Situation à Béguédo, 23 personnes incarcérées, début des audiences le 20 avril prochain. Philippe Néry Couton-Nyon, contrôleur général d'État, nous avons la garantie de la hiérarchie militaire d'accompagner la SELC pour l'audit du ministère de la Défense. Insécurité au Burkina, la mine d'or de Taparco arrête ses activités. Suspension des recrutements sur mesure nouvelle et cessation des services des retraités de la fonction publique, des syndicats apprécient. C'est à lire à la page 6 du journal Le Quotidien ce matin. Abzeta, voilà ce que nous apprenaient les unes des quotidiens aujourd'hui. Merci à toi, Kambou. Et hier, justement, le gouvernement a communiqué sur la situation nationale. Oui. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette sortie? Alors, déjà, il faut dire que le point de presse du gouvernement, donc, qui s'est tenu hier donc, au SIC, au service d'information du gouvernement, alors s'inscrit, selon le porte-parole du gouvernement, Lionel Bilgo, dans une logique voilà, de transparence, donc annoncée par le gouvernement. Donc, 3 ministres étaient à ce point de presse, à savoir déjà le porte-parole du gouvernement, Lionel Bilgo, le ministre en charge de la justice et des droits humains, Maître Barthélémy Kéré, et le ministre en charge du commerce et du développement industriel, Abdoulaye Tal. Alors, d'abord, on va commencer par ce qu'a dit le ministre en charge du commerce, parce qu'il a parlé notamment
de la flambée des prix. C'est ce qui concerne prioritairement, en tout cas, c'est ce qui intéresse prioritairement les citoyens burkinabés parce que ça touche un peu à leur quotidien. Donc, parlant de la flambée des prix, le ministre Abdoulaye Tall a déjà évoqué les produits céréaliers, donc qui sont produits localement au Burkina Faso. Alors, il dit que cette flambée des prix a 3 causes principalement, à savoir d'abord les perturbations en termes de pluviométrie qu'il y a eu au cours de la saison passée, donc qui n'a pas permis d'avoir une production optimale. Il a parlé déjà de ces inondations enregistrées par-ci par-là, parce que c'est vrai qu'on a besoin de l'eau souvent pour cultiver, mais quand il y a trop d'eau, ça cause également des dégâts. Et à côté de ces inondations, dans certaines zones, il y a eu également des sécheresses par moment et dans certaines zones. Et l'autre cause, troisième cause donc, qui a conduit à un déficit de production la saison dernière, c'est l'abandon des terres arables pour cause d'insécurité, donc dans certaines régions du Burkina. Donc voilà un peu ce qui est à l'origine de la flambée des prix ou des denrées de première nécessité, notamment les produits céréaliers que nous vivons actuellement au Burkina. Alors, selon ce que dit le ministre Abdoulaye Tall, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures, des mesures que nous connaissons déjà, en tout cas pour la plupart, c'est l'interdiction de l'exportation des produits céréaliers. Donc, on a vu cet arrêté qui interdisait déjà l'exportation des céréales comme le maïs, le sorgho, le mil. À un moment donné, les commerçants ont trouvé l'astuce de transformer ces céréales en farine pour les exporter. Et il y a eu un autre arrêté qui a été pris pour interdire l'exportation de la farine, donc de ces produits céréaliers. Alors, en plus de ces mesures sur l'interdiction de l'exportation des produits céréaliers, le ministre est revenu également sur l'ouverture des boutiques témoins, donc des vivres où sont vendus donc des vivres à prix subventionné pour les couches vulnérables. Il a parlé notamment de 6 000 francs, les sacs de 50 kilos. Donc, ça c'est pour ceux qui ne peuvent pas payer au prix donc du marché, selon ce que dit le ministre Abdoulaye Tall. Alors, il parle également d'une action en cours pour renforcer les stocks. Donc, ils sont en train de voir avec les partenaires, d'autres partenaires, pour voir comment renforcer donc les stocks. Il parle également des mesures de lutte contre la spéculation, parce qu'on dit souvent que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Quand il y a de ces situations de flambée des prix, il y a des commerçants véreux qui stockent les produits et qui les retiennent en vue donc d'augmenter, de continuer à augmenter au moment venu, puisque plus ça se raréfie et ils ont tendance à augmenter le prix. Donc c'est pourquoi le gouvernement a sorti également un arrêté, le ministère du Commerce, pour obliger tous les détenteurs de stock à déclarer donc les stocks, donc pour permettre à ce que les services de contrôle du ministère puissent tourner de temps en temps pour voir ce qui s'y trouve. Donc voilà un peu ce qu'il dit à propos des produits céréaliers. Après cela, il a parlé également des produits importés, donc à commencer par les produits pétroliers, les hydrocarbures. Et là, il dit qu'il y a une hausse des coûts à l'international. Alors cela est dû à la guerre Russie-Ukraine, parce que selon ce qu'il dit, la Russie produit 15% du pétrole mondial. Donc avec les sanctions économiques qui ont été imposées, la Russie qui est un peu en quelque sorte exclue du système économique mondial, si on peut le dire ainsi, cela impacte les prix. Mais heureusement au Burkina, selon ce que dit le ministre, le gouvernement a fait des efforts pour que les prix ne connaissent pas une augmentation, parce que selon ce qu'il dit précisément, les prix fixés ou qui sont en vigueur actuellement au Burkina ont été fixés en mars 2021, à un moment où le baril du pétrole coûtait 65 $ contre 130 $ aujourd'hui, et donc en mars 2022, c'est-à-dire une année après, mais les prix n'ont pas changé. Donc ça veut dire que quelque part, il y a une sorte de subvention pour que les prix pétroliers, les prix de l'essence et autres ne connaissent pas de hausse ici au Burkina. Donc il dit que le gouvernement fait ses efforts parce que le Burkina est un pays où les populations sont en train déjà de subir les affres du terrorisme. Donc il ne faudrait pas que, au plan économique, en tout cas en ce qui concerne la consommation de ces produits, il y a encore des augmentations qui vont ajouter à la souffrance donc, des Burkinabés. C'est ce qu'il dit. Donc pour cela, mais bon, ce qu'il précise aussi, c'est que le gouvernement est en train d'étudier pour voir si on peut rester dans cette dynamique. Parce qu'à un moment donné, si ça ne va pas,
Il faudrait choisir ce qui peut permettre, voilà, de ne pas conduire peut-être à une sorte de faillite, si on peut le dire ainsi. Peut-être que les populations, qui signifie peut-être que les populations seront peut-être à un moment donné amenées à supporter les coûts de ces augmentations au plan mondial, donc ce qui va se manifester peut-être par une augmentation donc, à la pompe, des prix donc à la pompe. Mais pour le moment, on n'en est pas là. Il a parlé également des prix de la farine de blé, par exemple. Il dit qu'au plan mondial, la tonne qui était à 360 000 est passée à 470 000 aujourd'hui, donc en l'espace de 6 mois. Voilà, cela aussi s'explique par la situation en Russie et en Ukraine, parce que ces deux pays mis ensemble produisent 30% du blé mondial. Donc, c'était prévisible. Voilà, c'était prévisible. Donc, selon ce qu'il dit, au moment où il faisait la conférence de presse, il y a une autre rencontre qui se tenait entre les structures de son ministère et puis voilà, les acteurs du pain, par exemple, les boulangers, pour voir qui menacent depuis d'augmenter les prix. Pour voir ce qu'il y a lieu de faire. Mais il a rassuré que ce n'est pas une réunion pour augmenter les prix. Peut-être que là aussi, bon, on pourrait s'attendre à ce que l'État subventionne. Bon, il a également été question des prix de l'huile alimentaire et du sucre notamment, où il dit que les structures du ministère sont sur le terrain pour effectuer donc des contrôles des prix. Alors, l'autre ministre qui a pris la parole au cours de ces points de presse, comme je le disais, Maître Barthélemy Kéré, donc ministre en charge de la justice et des droits humains, donc qui vient parler de la situation des droits humains en rapport avec les restrictions de liberté annoncées par le président du Faso dans son discours du 1er avril dernier. Alors, il annonce déjà l'instauration prochaine de l'état d'urgence sur toute l'étendue du territoire cette fois-ci. Ça n'avait pas été le cas jusque-là. C'était ciblé, c'était des régions qui sont concernées. Maintenant, on veut passer à toute l'étendue du territoire, donc instaurer l'état d'urgence sur toute l'étendue du territoire. Mais bon, cela n'est pas une mesure que peut prendre le gouvernement comme ça. Ça doit passer déjà par l'Assemblée législative. Donc, on peut s'attendre à ce que d'ici là, un projet de loi portant instauration de l'état d'urgence, voilà, soit déposé sur la table de l'Assemblée législative de transition donc, pour cela. Donc, ça, c'est au vu donc, de la situation sécuritaire. Voilà. Ça implique quoi, concrètement? Bon, l'état d'urgence implique un peu, j'allais dire, une restriction des libertés. Okay. C'est un peu ce que ça veut dire. Alors, restriction des libertés, cela signifie que, concrètement, on va sortir hors des procédures normales, des procédures habituelles pour restreindre, par exemple, certaines libertés. Si vous avez remarqué que, par exemple, dans la région du Sahel, à un moment donné, le gouverneur a pris des mesures comme ça pour interdire les travaux sur les sites miniers et même la culture de certains produits, de certains céréales, certains types de plants étaient interdits à un moment donné dans la région du Nord. Donc, c'est en vertu de l'état d'urgence que le gouverneur peut prendre de telles mesures. Sinon, ce qui prévaut, le principe, c'est la liberté, mais quand il y a état d'urgence, on peut restreindre les libertés à chaque fois que de besoin. Voilà, c'est un peu ce que ça veut dire. Maintenant, il est revenu sur les événements de Béguédo. Les événements de Béguédo, ces actes de vandalisme dont on a parlé ici, les semaines passées, où il dit que 32 personnes ont été déférées le 8 avril. Donc, après audition, 9 personnes ont été libérées et 23 personnes sont placées sous mandat de dépôt et seront poursuivies pour flagrant délit de dégradation volontaire des biens mobiliers et immobiliers et dégradation volontaire des biens par incendie. Donc voilà un peu ce qu'il dit. Il annonce déjà les audiences pour le 20 avril prochain. Donc les premières audiences concernant donc le jugement de cette affaire pour le 20 avril prochain. Il est revenu sur la libération ou la liberté de Roch réclamée par une bonne partie des Burkinabés depuis un certain temps. Et ce qu'il dit, c'est que le gouvernement est plus préoccupé par la sécurité de Roch que par sa liberté. Donc, le gouvernement, si on doit bien comprendre, le gouvernement ne vise pas à restreindre la liberté de Roch, mais est plus préoccupé par sa sécurité.
C'est la raison pour laquelle on parle de libération. D'autres disent que non, il n'est pas encore libéré parce que l'accès à son domicile n'est pas facile. Il ne peut pas recevoir voilà, n'importe qui, il ne peut pas recevoir qui il veut. Bon, ça c'est selon des interprétations. Nous, on va en rester là. Donc, selon ce que dit le gouvernement, c'est pour des raisons de sécurité que le gouvernement ne veut pas voilà, lui permettre peut-être d'être accessible d'une certaine façon. Voilà. Et puis sur le cas Blaise Compaoré, donc qui est condamné, qui n'est pas ici, bon, il a dit que Blaise Compaoré est devenu ivoirien, et l'État ivoirien n'extrade pas ses nationaux. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, sur l'exécution donc de cette sentence concernant donc Blaise Compaoré. Donc, voilà un peu de façon ramassée ce qui a été dit lors de ce point de presse du gouvernement, donc animé principalement par le ministre de la Justice, M. Barthélémy Kéré, et le ministre en charge du Commerce, M. Abdoulaye Tal, et comme il fallait s'y attendre, le ministre porte-parole du gouvernement était là. Bon, pour un peu coordonner. Bien sûr. Bon porte-parole. Deuxième sujet, là on s'intéresse à ces audits dans l'administration publique annoncés par l'ASE-LC qui parlent d'une centaine de structures. Oui, l'ASE-LC, l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, a également animé une conférence de presse hier et il ressort, comme vous le dites dans la question, qu'une centaine de structures publiques seront concernées par les audits donc commandités par le chef de l'État. Et au titre de ces structures, on a d'abord la présidence du FASO. Donc, la présidence du FASO sera auditée. Ensuite, la primature, l'Assemblée nationale, le ministère des Sports, le ministère de la fonction publique, le ministère des Mines, le ministère en charge de l'urbanisme, le ministère en charge de l'économie et des finances, le ministère en charge de la sécurité et le ministère en charge de la défense. Bon, voilà ce qui va lever un peu les inquiétudes de certaines personnes, parce que quand on parlait d'audit, effectivement, tout le monde disait tout de suite qu'il faut que ça concerne également l'armée. Et même l'armée, alors. Oui. Donc, quand on parle de l'audit du ministère de la Défense, en quelque sorte, c'est un peu ce que ça veut dire. Donc, ça veut dire que ces audits-là vont toucher un peu l'armée. Voilà un peu ce qu'il dit. Okay. Bon, on espère que ça va donner de bons résultats, parce que c'est toujours bon d'auditer, de contrôler. Maintenant, comme s'accorde à le dire certaines personnes de plus en plus, il ne faudrait pas que ça soit une chasse aux sorcières. Il faut que les choses se fassent dans l'objectivité et dans les règles de l'art. Il ne faut pas brimer peut-être des gens parce que ce sont de potentiels adversaires politiques. Parce que, comme le dit l'autre, lorsque vous vous vengez, il faut savoir que celui que vous avez brimé peut vous venger, peut également se venger à un moment donné. Et dans ce cycle-là, ce n'est pas évident qu'on s'en sorte. Donc, il faut que ça se fasse, tout se fasse dans les règles de l'art. Parce que aujourd'hui, c'est ceux qui sont là actuellement qui commanditent des audits. Peut-être qu'après, celui qui viendra pourrait aussi commanditer des audits sur eux. Donc, il faut faire les choses, comme je l'ai dit, dans l'objectivité, dans la neutralité et dans le respect des règles en la matière. Et on peut faire confiance à l'ASE-LC pour cela, parce que c'est une structure indépendante. Donc, tout ce que l'ASE-LC fera, elle ne peut pas après dire que non, ce sont les autorités qui étaient là qui m'ont induit en erreur ou qui m'ont dit de faire ça. Et elle n'a qu'à savoir que c'est elle qui va assumer tout ce qui sera fait donc au cours de ces audits. Ce n'est pas pour dire aussi qu'il faut faire dans l'impunité en laissant des gens qui ont fauté. S'il y a des gens qui ont fauté, il faut dire les choses telles qu'elles sont afin que la justice puisse s'en charger après pour qu'on évite d'en arriver à ce genre de dérive encore. Peut-être ce qui est bien aussi à noter quand vous, c'est que la SELC demande aussi la participation des citoyens, parce que vous avez la possibilité aussi, si vous êtes victime, vous avez été victime de corruption ou témoin donc de malversation ou encore de mauvaise gouvernance et autres, vous avez la possibilité de dénoncer. C'est ça. Ça, par exemple, ce n'est qu'un rappel, parce que la loi sur le délit d'apparence déjà prévoit cela. La dénonciation du délit d'apparence, en tout cas, tout citoyen peut le faire. Voilà, tout citoyen qui remarque qu'une personne a un train de vie qui ne va pas avec ses revenus, a la possibilité de saisir l'ASC, en tout cas de dénoncer donc, la personne. Donc l'ASC, elle s'est attenue à rappeler cela au Burkinabé, afin que toute personne qui peut contribuer
voilà, à dénicher ou à détecter des détourneurs ou des gens qui se sont enrichis illicitement, voilà, qu'elle le fasse pour le bien de la nation. Donc, la précision aussi que la CLC a eu à faire dans son communiqué, c'est que les déclarations ou les dénonciations devront se faire de bonne foi. Ce n'est pas parce que vous détestez quelqu'un que vous irez peut-être le dénoncer pour juste lui créer des ennuis. Donc, il faut vous assurer de ce que vous dites. Voilà, parce que, bon, les dénonciations calomnieuses aussi sont des délits. D'accord. Voilà. J'espère bien que ces audits qui vont certainement coûter beaucoup à l'État burkinabé serviront surtout pour qu'on puisse faire beaucoup plus de transparence. Espérons-le. Merci à toi. Merci bien et très bonne suite d'émission. Merci. Reste avec nous pour le voyage du jour. Nous allons faire Casablanca, Paris, New York, Ouagadougou bien sûr, puisque nous y sommes, Abidjan et bien d'autres villes à travers la météo du jour. La société IP+ vous offre la météo des affaires. Météo des affaires vous a été offerte par la société IP+, le numéro 1 du haut débit. Aujourd'hui, dans la rubrique invité du jour, nous parlons du verdict dans l'affaire Thomas Sankara avec le coordonnateur du mouvement pour le retour de Blaise Compaoré. Nous retrouvons notre invité juste après ça. Et aujourd'hui, nous recevons pour vous M. Mamadou Abdelkader Traoré. Il est le coordonnateur du mouvement pour le retour de Blaise Compaoré. Bonjour à vous. Bonjour, et bienvenue. Madame. Merci. Bienvenue à nouveau sur notre plateau. Nous parlons aujourd'hui du verdict donc, du procès Thomas Sankara.
et de l'actualité. Mais avant de parler de l'actualité, on parle de ce sujet qui vous intéresse tant. Alors, le verdict dans l'affaire Thomas Sankara qui est tombé et votre mentor, puisque vous militez pour son retour, Blaise Compaoré, a été condamné à perpétuité, donc la prison à vie. Que pensez-vous de ce verdict? D'abord, merci à Savane Média, merci à la direction technique administrative qui nous permet jour et nuit de nous exprimer sur des sujets à caractère sociétal et national. Et je remercie mes chers camarades qui nous suivent présentement et tous les téléspectateurs de Savane Média. Alors, ce procès, d'abord, avant de parler du verdict, il faut parler du procès. Avant de parler du procès, il faut parler du tribunal qui a fait le procès. Alors, quand on prend le tribunal militaire, sur le même plateau, nous sommes passés ici, nous avons discuté par rapport au verdict qui avait été servi au moment où le verdict qui a été servi et par rapport plutôt au putsch du 2015. Nous avons suivi de bout en bout ce procès et il y a des gens qui ont été condamnés selon nous, selon notre lecture, à tort, puisqu'ils ont fait appel à des témoins à décharge. Le tribunal n'a pas daigné, selon eux, les avocats qui ont dit. Et nous avons, à la fin des fins, après le verdict tombé par le ministère, le tribunal militaire, nous avons compris que c'était un procès politique. C'était des têtes. Vous parlez de quel procès? Je parle du procès d'abord. Je suis en train de venir. Je parle du procès de 2015, qui a été, à notre entendement, bâclé par le tribunal militaire. Le procès du coup d'État. Du coup d'État. Qui a été déjà bâclé aux autres politiciens. Nous n'avons pas foi aux yeux. J'ai toujours dit ça sur le plateau. Selon nous, c'était un procès qui avait été déjà bâclé aux autres politiciens. Nous avons demandé en son temps, après ce verdict-là, de supprimer ce tribunal, notre atmosphère juridique au Burkina Faso ici. Alors, quand on regarde par exemple le verdict qui est venu avec le même tribunal, c'est quand même écœurant, c'est révoltant. Vous pensez déjà même que le tribunal militaire qui a bien sûr fait le procès du coup d'État, ensuite le procès donc dans l'affaire Thomas Sankara, ne devrait pas s'occuper de ces procès? Ce n'est pas le rôle d'un tribunal d'exception de s'occuper d'une affaire emblématique comme l'affaire Thomas Sankara. Qui implique des militaires. Qui implique et des militaires et des civils. Oui. Voilà. Alors, donc je m'en vais pour dire, le verdict n'était pas, c'était pas un procès équitable selon nous. Et premier élément, on prend la question du président Blaise Compaoré. Non, avant la question du président Blaise Compaoré, l'affaire de l'assassinat de Thomas Sankara et 12 de ses compagnons s'est produite au Burkina Faso depuis 35 ans durant. Aujourd'hui, il aurait fallu que la France déclassifie des dossiers pour que le tribunal statue et commence à accuser les présumés. Mais si nos juridictions ne pouvaient pas compter sur les éléments objectifs qu'ils avaient pour pouvoir inculper des gens ou accuser des gens avant d'aller au procès, je suis désolé. Deuxième élément, pendant tout le long du procès, on n'a même pas bronché, on n'a même pas parlé de la France. Tout le monde sait bien, au Burkina Faso, qu'il y a une main sombre dans l'affaire de l'assassinat de Thomas Sankara. On ne parle pas de la France. La France qui détenait le dossier, le nom de la France n'a pas été cité. C'est révoltant. Troisième élément, on va commencer le procès. Le président Blaise Compaoré est en Côte d'Ivoire. On commence le procès. Le gouvernement burkinabé et le tribunal militaire n'a pas daigné même notifier un seul message, même par WhatsApp, je vais dire, pour un peu respecter, un seul message, ni à son cabinet, ni à lui personnellement, ni adressé à ses avocats. Mais un ancien dignitaire, un ancien président du Faso, qui apprend dans les médias qu'il y a un procès qui est en cours et il a été accusé et il doit venir répondre. Mais ici, il est accusé, ici, il est un accusé et bien sûr, le tribunal militaire a convoqué les accusés. Oui, donc, il est classé parmi les accusés. Si on vous convoque en tant qu'accusé, il n'a pas été convoqué. Il n'a pas été notifié qu'il a été accusé. C'est dans les médias. Ça a été appris. Moi, j'ai bien discuté avec son alentour et ses avocats. Il n'a pas été notifié. Il n'a pas été entendu. Il n'a pas été auditionné. Mais on l'a accusé.
Mais il n'est pas venu, il a refusé. Il n'a pas refusé. Il a fait écrire par ses avocats, par le recours de ses avocats, pour dire qu'il ne prendra pas part, parce que la procédure administrative et judiciaire n'ont pas été respectées. On sait déjà que c'est un procès politique. J'ai dit ça la dernière fois, Thomas Sankara ne mérite pas ce type de procès qui lui a été servi. Ils n'ont pas fait honneur à Thomas. Vous voyez, le verdict a été impopulaire. Pourtant, c'était je ne sais pas comment qualifier, une justice tant attendue, aussi bien sur l'opinion nationale, par l'opinion nationale et internationale. Mais ce verdict est resté impopulaire. Troisième élément, pour dire que ce procès n'a pas été équitable. Devant nous, nous avons suivi le procès, on partait à tout moment à la salle des banquets pour suivre. Il n'y a pas eu d'éléments matériels qui incriminent le général Gilbert Diendéré, qui a bénéficié de 5 assistances, 5 avocats pas des moindres sur l'échiquier national et international. Il y a certains avocats qui travaillent avec, qui ont défendu le général Gilbert Diendéré, qui sont dans les barreaux internationaux, dans le monde entier, pas en Afrique seulement. Mais c'est pas parce qu'il a forcément les meilleurs avocats aussi que... non, en fait, il a été condamné. Je suis en train d'amener élément par élément pour vous montrer que le procès n'était pas équitable. C'est le verdict avait été, selon notre entendement, notre compréhension de la chose, il y avait, comme on suivait le procès de bout en bout, on a compris qu'il y avait une main politique derrière. Le général Gilbert Diendéré a pris la parole à la dernière minute, il a dit, mais on vous a dit de me condamner. On vous a dit, je suis renseigné, on vous a dit de me condamner. Il était en prison, il est renseigné il a même dit, étant même à la Maca, lui, il est renseigné. C'est un général, il reste toujours général. Mais lui, il a comme l'impression que c'est le général de 64 ans qu'on juge et non le lieutenant de 29 ans. Donc, il n'y a pas eu d'éléments matériels incriminants en réalité le général Gilbert Diendéré. Pour dire que le président Blaise Compaoré a notifié qu'il ne viendra pas, le verdict ne le concerne pas. Mais les 12 autres, avec Yassine Kafando, qui étaient absents, Blaise Compaoré et Yassine Kafando étaient absents. Mais le général Gilbert Diendéré qui a bénéficié d'assistance, ils ont reçu les mêmes peines quand même. La prison à vie, à perpète. Je suis désolé. Ils ont parlé de délai de prescription de 10 ans. Les avocats ont reconnu. Et ils ont même interpellé dans la salle le président du tribunal sur la question de la prescription, sur les crimes et les délits. Mais il a dit, lui, il tiendra compte de ça quand il va rentrer dans le bureau ovale. Et hier, je suivais un de ses avocats qui disait, du général Gilbert Diendéré, qui disait que le procès n'était pas équitable parce que la question du délai de prescription n'a pas été respectée. Donc moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire par rapport à ce verdict. Et c'est un procès folklorique qui a été servi et qui n'a pas servi à Thomas Sankara. Je pense que du début du procès jusqu'à la fin, je n'ai pas vu la famille de Thomas Sankara. Chose bizarre, c'est sa femme seulement qui était là. C'est sa famille, sa femme, c'est sa famille. Même si les enfants ne sont pas là, la femme représente amplement quand même sa famille. La femme, bon, on va laisser ça passer, il n'y a pas de problème, ça marche. On vous l'aurait compris, hein, ce verdict ne vous satisfait pas du tout. Et on peut comprendre, vous qui militez... Non, nous avons toujours dit, madame, partout, nous avons toujours dit, quand on parle de réconciliation, les gens parlent de justice, vérité, réconciliation. Nous, on a dit, pour la justice, on est d'accord. Nous ne sommes pas en train de vouloir dérober les gens de la justice. Mais ce qui est important, c'est la vérité. Puisque l'affaire Thomas Sankara, l'affaire Norbert Zongo, l'affaire les dossiers emblématiques qui sont là au Burkina Faso, on a besoin de connaître la vérité pour l'histoire de ce pays-là. Mais on n'a pas besoin de bourreaux, on n'a pas besoin de condamnation de bourreaux, de machin. Non, on n'a pas besoin de ça. Mais aujourd'hui, le procès a eu lieu. Un procès folklorique, il y a un verdict qui est tombé. On attend de voir. On attend de voir. L'histoire va se répéter parce que, en fait, il n'y a pas eu d'élément, de la lumière sur l'assassinat de Thomas Sankara et 12 de ses compagnons. Il n'y a pas eu de la lumière, c'était des verbiages. Il y a des témoins qui sont venus à charge sur le général Gilbert Diendéré. Mais il y a d'autres qui disent qu'ils étaient avec lui à 16h15. Il y a d'autres qui disent que lui, il était en communication avec lui à 16h15. Il y a l'autre qui dit que non, lui, il a vu le général Gilbert Diendéré sur l'immeuble du conseil de l'entente à 16h. Mais du coup, tous ceux qui ont témoigné, les avocats ont compris qu'il était avec 4 personnes au même moment.
Au moment où il y a eu le coup de feu, pour les premiers coups de feu. Mais là, on voit clairement qu'il n'y a pas d'éléments objectifs pour condamner les gens. Mais il y avait un truc qui avait été préétabli par le pouvoir du MPP avec la complicité de certains. Voilà. Et pour condamner des gens. Voilà. Si on ne peut pas comprendre que des gens ont été défendus, il n'y a pas d'éléments matériels objectifs. Mais les avocats même ont dit quoi? Quand les avocats de la partie civile, Maître Benemere Sankara et l'autre, ils sont sortis pour dire que non, il était fougueux, il n'est pas resté, et ça tout le long du procès, c'est pourquoi il a pris cette peine selon nous. Alors, ça veut dire que la peine, le droit n'a pas été dit, c'est au regard du comportement de général Gilbert Diendéré que vous le condamnez. Et non, je suis désolé. Même s'il est fougueux, il est imbu de sa personne au procès, ça ne veut rien dire. Vous trouvez les éléments matériels pour le condamner. C'est ce qui est le droit. Donc, à notre entendement, au regard même des excitations des uns et des autres, nous comprenons déjà que Thomas Sankara ne méritait pas ce type de procès qui lui a été servi. Tout compte fait, c'est fait. Le procès est fini, le verdict est tombé. On va revenir à Blaise Compaoré, qui n'est pas venu accusé dans ce procès, qui n'est pas venu répondre. Les avocats ont notifié d'ailleurs qu'il ne viendra pas, donc eux non plus. Si vous ne venez pas, on vous convoque pour quelque chose, si vous ne venez pas répondre et vous êtes condamné par, disons, jugé par contumace, condamné, est-ce que le problème aussi ne réside pas à ce niveau? Qu'est-ce que Blaise Compaoré peut faire encore? S'il n'est pas venu répondre, il ne peut que justement se contenter de ce verdict. Ce verdict ne le concerne pas. Ça ne le concerne pas. Ça veut dire que c'est un non-effet. Il y a les tribunaux internationaux. Nous sommes dans un État qui a signé des conventions avec certes beaucoup d'États. Nous sommes dans beaucoup de conventions en termes juridiques. L'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, l'OADA, on n'a pas oublié ça. On voit que nous sommes imprégnés, même aux Nations Unies, nous sommes représentés. Mais on ne peut pas bafouer la dignité d'un être humain comme cela. Vous ne pouvez pas vous asseoir, qui que vous soyez. Un ancien chef d'État, vous l'accusez dans les médias, vous ne le notifiez pas. C'est un manque de respect, c'est de l'impolitesse vis-à-vis de Blaise Compaoré. On comprend déjà que ça ne sera pas facile hein, si on doit parler d'extradition justement de Blaise Compaoré parce qu'il a la nationalité ivoirienne aujourd'hui. Blaise Compaoré est prêt à venir répondre à la justice de son pays. C'est pas évident parce qu'il a eu l'opportunité de le faire lors de ce procès. Mais madame, je vous raconte une histoire banale. Mais il y a eu des tractations entre nous et vous partez, vous revenez vous asseoir, vous bavardez avec quelqu'un. Ah, ben monsieur Traoré, je l'ai convoqué demain même à 8 h là. Et ils m'ont dit de venir à la brigade nationale de la gendarmerie, voilà, pour répondre. Je suis assis, j'entends, j'écoute, je n'ai pas été notifié, je n'ai pas de convocation. Demain matin, je ne vais pas me lever, me présenter, ventre en l'air à la gendarmerie que madame m'a convoqué. Il y a un minimum de respect. Même de petit, le citoyen lambda, on lui notifie une convocation pour affaires vous concernant. Blaise Compaoré n'a pas reçu d'éléments, de papier, d'accusation, ni de convocation. Ni par lui, ni par sa famille, ni par son cabinet, ni par ses avocats. C'est un manque de respect d'accuser un ancien chef d'État. En fait, le Burkinabé est vraiment... Certains Burkinabés sont foncièrement méchants. C'était... moi, je pense même bien que Yassine Kafando m'a même bien fait de ne pas venir. Parce que, en fait, c'était un procès politique. Tout le monde a compris que c'était un procès politique. Ça, c'est un manque de respect à la conscience même du peuple burkinabé. Et ils n'ont pas respecté la mémoire de Thomas Sankara. C'est quoi la suite pour vous? Blaise Compaoré restera en Côte d'Ivoire? Parce qu'on dit que l'État ivoirien, nous sommes dans une étape de réconciliation nationale. Nous n'allons pas fléchir. Notre structure... C'est quoi le lien? Avec quoi? La réconciliation nationale et le retour de Blaise Compaoré éventuellement. Mais le président Blaise Compaoré, son retour est un catalyseur pour la réconciliation nationale. Et quand on parlait de réconciliation en au début, nous avons dit qu'on a besoin du retour du président Blaise Compaoré au Burkina Faso et des autres exilés qui ont quitté le pays dans des conditions politiques, de revenir enfin qu'ensemble nous puissions conjuguer les efforts pour faire développer et rayonner le Burkina Faso. Les gens ont pris que c'était un truc politique seulement, une réconciliation politique. Et au lieu de se réconcilier de façon politique, l'ancien pouvoir, Roch Marc Christian Kaboré, le président, s'est promené, s'est pavané sur les médias internationaux pour accuser Blaise Compaoré des faits terroristes. C'est lui qui dit Blaise Compaoré est derrière les terroristes qui endeuillent le Burkina Faso. C'est lui qui parle aux Nations Unies pour dire que la question terroriste du Burkina Faso provient de l'Algérie et du Mali et autres, des 3 frontières. Du coup, il s'est contredit. Alors, le président Compaoré est resté silencieux, soucieux de Burkina Faso, jusqu'à l'affaire de Yirgou qui est arrivée.
210 morts, exaction sur une communauté, silence radio. Le président Kaboré a pris l'avion, allait demander pardon et revenir s'asseoir. Silence radio, ce dossier est dans les tiroirs. L'affaire de Cain, Bain, Tanwal, beaucoup de gens ont été retrouvés criblés de balles. Jusqu'à aujourd'hui, on n'en fait pas cas. L'injustice est rentrée dans nos communautés et ça a divisé encore notre peuple. Rochma Christian Kaboré a encore divisé encore notre armée. Et maintenant, aujourd'hui, la question de la réconciliation nationale est très fondamentale. Il faut que les Burkinabés se réconcilient entre eux, se réconcilient avec les institutions de la République. Parce que nous ne croyons même pas au tribunal militaire parce qu'il n'y a pas de confiance entre le peuple et les institutions. Il faut une réconciliation. Quand on parle de la question de réconciliation, il y a beaucoup de formes de réconciliation. Ça prend en compte beaucoup d'éléments en fait objectifs. Donc le retour du président Blaise Compaoré sera un catalyseur pour rassembler les fils de ce pays-là. Et quand on parle de retour, on ne parle pas d'impunité. On parle de justice, vérité et réconciliation, mais justice équitable. Ça veut dire qu'il peut revenir purger sa peine et participer à la réconciliation. Blaise Compaoré n'a pas été condamné. Puisqu'il n'a pas été notifié qu'il est... il n'a pas été condamné. Puisqu'on ne lui a pas notifié pour dire que vous avez été accusé, monsieur l'ancien président. Donc, vous devez rentrer... où on l'a cité, où on l'a jugé par contumace, ça ne le concerne pas. Ça ne le concerne pas. Donc, on va assister à un scénario où Blaise Compaoré restera en Côte d'Ivoire jusqu'à ce que peut-être la situation, lui, soit favorable pour qu'il rentre au Burkina Faso. Ça veut dire que ça sera comme ça. Non. En fait, je sais que Blaise Compaoré va, avec ses avocats, ils vont attaquer ce tribunal-là sur l'international. Ça, c'est une évidence. Ils vont attaquer ce tribunal. Parce que ça, c'est un manque de respect, en fait, et un manque de dignité. Vous prenez les éléments de la France, vous m'accusez, je suis tranquillement en Côte d'Ivoire, et je suis soucieux du pays. Vous m'accusez, vous me jugez sans me notifier, et vous me jugez par contumace. Si vous me notifiez pour dire qu'il y a tel procès, vous avez été accusé pour des faits, tant, et vous devez rentrer répondre. Et qui refuse de répondre, on le condamne et on le juge par contumace. C'est quelqu'un qui refuse de venir, qu'on le juge par contumace. Il n'a pas refusé de venir. On ne comprend pas les choses de la même façon, parce que si on doit se référer à ce que ces avocats ont dit, à l'époque, quand on appelait justement les accusés, qu'ils n'allaient pas rentrer, pour eux, la procédure n'a pas été respectée. C'est la procédure de notification. Mais écoutez, vous êtes au courant que vous êtes accusé, si vous voulez vous faire entendre, rentrez et puis voilà. Je n'ai pas besoin de me lever, venir me faire entendre si je n'ai pas été notifié. Un tribunal me dit, demain matin, on va juger M. Traoré, Mamadou Abdelkader. Ben, je ne vais pas me lever, me présenter, puisque je dors chez moi, je me réveille, je vais au boulot. Tranquillement, j'attends ce que le tribunal me notifie quelque chose quand même. Nous sommes dans un état où il y a une administration qui fonctionne, ou bien c'est un acharnement politique qui est là. Si on va s'y rentrer dedans, on va s'y rentrer dedans. Aujourd'hui, ça fait 7 ans, on est fatigué maintenant. Ça fait 7 ans, on parle de la réconciliation nationale. Les nouvelles autorités sont interpellées. Damiba, si lui veut s'installer, on ne peut jamais advenir à bout de la question sécuritaire avec ce peuple-là qui est divisé. Ce n'est pas possible. Si c'est la stratégie des nouvelles autorités, ils ont déjà échoué. Est-ce que vous pensez aussi que le verdict de ce procès entache un peu la réconciliation ou le processus de la réconciliation en marche? Puisque le verdict là vient diviser encore le peuple burkinabé. Les partisans de Blaise Compaoré et de Gingéré diront que le procès n'a pas été équitable. Les partisans de Thomas Sankara, bon, je ne connais pas de partisans de Thomas Sankara, sinon je vais dire ceux qui ont sucé l'âme de Thomas Sankara après sa mort, vendre son âme et puis se faire de l'argent, je vais les appeler, je les qualifie comme ça. Et diront qu'ils ont eu la victoire parce qu'il y a eu un verdict qui est tombé. Donc ça, ce verdict vient encore diviser le peuple burkinabé. Davantage. Alors, on sait que les avocats de la famille Sankara et à leur côté, la veuve, Mariam Sankara, ont fait une conférence de presse où ils ont prévenu ou mis en garde en tout cas pour une éventuelle grâce présidentielle. Le verdict est tombé, il y a des peines et ils avisent déjà qu'il ne faudrait pas un jour aller à des grâces présidentielles et puis justement aller aussi vers l'impunité. Ils sont qui? Ils sont qui pour interdire un chef d'État de jouir de ses prérogatives? Ils sont qui? Ils ont dit on les attend. S'ils veulent qu'on se rende dedans, on va se rentrer dedans. C'est clair et c'est net. Ça, c'est indiscutable. C'est au président Damiba de prendre ses responsabilités. Si les gens doivent être condamnés à vie,
ou à mort, même il n'y a pas de peine capitale ici, on doit les condamner pour des faits objectifs avec une décision impartiale et équitable. Mais ils ont eu leur procès, ils ont fêté et aller s'asseoir devant les projecteurs des médias, faire du populisme, ça c'est terminé. Le rôle des avocats, c'est défendre son client et tu rentres dans la case. Étant citoyen, si tu veux défier d'autres citoyens, on va te montrer que tu n'es pas plus burkinabé que les autres. Nous sommes tous des délinquants, hein, mais on essaie de se ranger pour le bien de ce pays-là. S'ils veulent désavouer le président d'Amiba, ils vont croiser aussi la jeunesse devant eux. Mais est-ce que ça aussi, ça ne sera pas compliqué? Quand on condamne justement des personnes dans une affaire quand même vieille de 35 ans, surtout un dossier emblématique comme le dossier d'assassinat de Thomas Sankara et ses 12 camarades, et qu'après, on voit qu'il y a des grâces présidentielles qui accordent des libertés ou des réductions de peine. Sans grâce présidentielle, nous, depuis nous avons demandé la liberté sans condition du général Gilbert Diendéré et sa troupe. On a besoin d'eux au front. Le général, si on évalue... Est-ce que ça aussi, quelque part, ce n'est pas opprimer la justice? Ce n'est pas une question d'injustice. On est actuellement dans une situation où c'est la vie qui est en danger. Le papier, on s'en fout. C'est les Burkinabés qui sont en train de mourir. Non, les avocats, là, ils n'ont qu'à aller se faire foutre là. C'est quoi? Non, on va mesurer les mots, monsieur Traoré. Ce n'est pas parce que le général Gilbert Diendéré, lui seul, sortira de prison qu'aujourd'hui, paf, on va finir avec l'insécurité. Ce n'est pas lui seul. Ils ont été condamnés par le tribunal militaire pour des faits qui les ont été reprochés. Aujourd'hui, nous sommes en guerre. Nous sommes vraiment en guerre. C'est pourquoi le MPSR a pris ses responsabilités pour destituer l'ancien régime. On n'est pas là pour s'amuser. Ils ont dit à la communication du gouvernement qu'ils vont instaurer l'état d'urgence sur toute l'étendue du territoire. Ça veut dire que nous sommes en guerre. Nous avons besoin même de nous-mêmes civils au front. Si les VDP partent au front et ils font de bons résultats en accompagnant nos FDS, ce n'est pas le général Gilbert Diendéré et son équipe, pas des moindres, qui vont croupir en prison pendant que nous sommes en guerre pour des raisons politique ou de revanche de certains énergumènes de ce pays-là. Nous, on veut la libération sans condition de tous les membres du RSP qui ont été condamnés. Ils n'ont qu'à aller au front. L'investissement là, il n'y a pas un super Burkinabé. Hein. Quand moi je contribue, j'ai 3 sociétés au Burkina Faso ici. Je paye mes impôts. Et ce sont ces ressources-là qui sont redistribuées au sein même de l'armée pour faire fonctionner, pour faire payer les salaires, payer du matériel. Aujourd'hui, au Burkina Faso, nous avons besoin de la sécurité. Vaille que vaille. Alors, si on vous écoute, c'est comme si on doit se mettre aussi à libérer des coupables parce qu'aujourd'hui, on a besoin de personnes pour lutter contre le terrorisme. Que dites-vous de l'armée qui est là, loyale, qui n'a pas de problème? Est-ce que ce sont ces coupables emprisonnés-là qui vont sortir forcément le Burkina de là où nous sommes? En fait, quand on prend des civils accompagner les militaires, qu'on les appelle les volontaires de la défense de la patrie, que je salue au passage, qui abattent un boulot vraiment très impeccable et très formidable dans la question, dans la lutte contre l'insécurité. Mais pendant ce temps que des militaires aguerris sont en prison, je parlais encore de mes sociétés, de mes taxes que je paye par an. Et c'est ça qui est dans la caisse de l'État. Le général Gilbert Diendéré, tous ces militaires aguerris en lutte antiterroriste là, ils ont été formés dans des pays internationaux, aux États-Unis, en France, partout pour venir servir le Burkina Faso. C'est dans notre argent qu'ils ont été envoyés en formation. Et cet argent-là, c'est pour le Burkina Faso. On les prend, on les fait croupir en prison pour des raisons de revanche. On n'est pas d'accord avec ça. Il faut libérer le général. Il faut faire rentrer tous les exilés politiques. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on verse l'eau à terre là. Roch Christian Kaboré continue dans la revanche comme ça et le pays, nos ancêtres ont maudit le Burkina Faso. C'est pourquoi sous son régime là, on a enterré 3000 morts. Monsieur Traoré, ce qui est d'actualité toujours, c'est qu'on continue d'enterrer des morts parce que l'insécurité sévit toujours et les populations, les localités qui sont aujourd'hui confrontées à l'insécurité, à la crise humanitaire augmentent et puis le nombre de déplacés internes également qui augmente. Alors, des gens commencent déjà à mettre en garde le pouvoir actuel et les autorités actuelles pour qu'elles puissent justement se pencher rapidement sur la situation sécuritaire parce que si rien n'est fait,
c'est encore ce problème d'insécurité aussi qui pourrait les emporter. Alors, merci pour cette question très pertinente et cette préoccupation. Je vais appeler les uns et les autres à la raison. Nous sommes dans un pays en lambeaux. Nous avons enregistré 3000 et quelques morts sous le régime Kaboré. Le pays est essoufflé. Nous avons pratiquement 1 800 000 déplacés internes. Si c'est notre souhait que le président Paul-Henri Sandaogo Damiba et son équipe mettent fin, même demain matin, à la crise sécuritaire. Mais si eux-mêmes, en 2 mois, ils arrivaient à mettre fin, nous-mêmes, on allait sortir contre eux parce que c'est eux qui tuaient les Burkinabés. Nous sommes conscients, nous sommes au diapason du danger. Là où est le Burkina Faso aujourd'hui, 2 tiers de notre territoire est récupéré. À l'époque, on venait dans les casernes, on tapait nos militaires. Sous Roch-Marc Christian Kaboré, on dit ratissage. Dans ratissage, encore, il y a embuscade. Aujourd'hui, la stratégie a changé. Il y a eu des opérations. On parlait de Madjouari a été vidé, mais reparti à Madjouari qui a été ravitaillé. Madjouari est sécurisé. Et ce qui, en fait, nous n'avons pas l'habitude de travailler avec les militaires, c'est pourquoi les gens sont en train de s'exciter. C'est vrai, je comprends la souffrance des populations. C'est pourquoi les gens sont en train de s'exciter. Sinon, il y a un travail de fond qui se fait sur le terrain. Même hier, il y a minimum 27, 14, non, 30 et quelques terroristes que nous avons tués. Nous avons tué, et les militaires, nos FDS et nos VDP ont neutralisé des terroristes aux enclavures de Bar Salgo. 27 terroristes. C'est le lendemain que nous avons eu des pertes en vie humaine de nos FDS et de nos VDP. C'est une guerre qui sera dure, mais en 2 mois, 3 mois. Pourquoi ce peuple-là, ce bas peuple-là qui demande plus de... Allez-y à Djibo, Djibo a été ravitaillé. Solé même, dont nous avons eu des choses, a été ravitaillé hier. Donc, c'est trop demandé au président Damiba. Il faut observer, patienter. Il faut patienter. C'est vrai que c'est dur, mais il faut patienter, il faut accorder la confiance à nos FDS. Alors, notre temps tire vers sa fin. On va terminer par ce sujet d'actualité. Les audits lancés donc par l'ASELC, une démarche de réalisation de ces audits des administrations publiques, l'Assemblée nationale, bien sûr le Premier ministère et puis la présidence pour commencer, puis bien sûr d'autres institutions. Que pensez-vous de ces audits? Bon, déjà, le MPSR, bon, on dit plus le MPSR, la transition, avec à sa tête le président Paul-Henri Sandaogo Damiba, est en train de redorer le blason de la gouvernance. Ils sont en train de montrer à l'opinion nationale comment il faut faire une bonne gouvernance. Déjà, ça commence par là. Nous avons dit, vous allez dire que je reviens encore sur Roch-Marc Christian Kaboré. Une fois, j'ai dit sur un plateau pour dire que Roch a déjà échoué parce qu'il est venu trouver le pays dans une situation après une insurrection, un coup d'État rebaptisé insurrection, il est venu prendre le pays. Il faut faire l'état des lieux. C'est ce que le MPSR est en train de faire. Ce n'est pas une chasse aux sorcières. Tu viens prendre le pouvoir, il faut faire l'état des lieux et tu fais le bilan au peuple. Voici ce qu'il y a. Là où j'ai pris. Maintenant, ceux qui ont détourné partiront en prison. Sans sentiment. Ceux qui ont dérobé le denier public, vous et nous ne pouvons pas cotiser pour que les gens pillent. Nous sommes aussi des Burkinabés. Nous aimons la vie, nous aimons l'argent comme tout le monde. Mais nous ne pouvons pas contribuer pour que les gens pillent de façon illégale et illicite. Donc, nous-mêmes, nous encourageons la transition à aller au bout de ces investigations et du travail de l'Agence supérieure de lutte contre la corruption. L'autorité supérieure, l'autorité supérieure du contrôle d'État et de lutte contre la corruption. Donc, on les encourage et à continuer dans ce travail, dans la transparence. Mais en fait, là où aussi on peut interpeller le président Damiba, c'est de dire clairement et crûment, s'il continue, ou bien s'il commence le même laxisme que le président Roch-Marc Christian Kaboré, nous allons sortir le désavoué. Ces rapports-là de l'Agence supérieure du contrôle de l'État et de lutte contre la corruption ne sera pas comme sous Roch-Marc Christian Kaboré. On vous remet le rapport et vous prenez, vous déposez à Kosiam.
vous devez envoyer à qui des droits qui doit continuer la procédure. Si vous pensez que vous êtes venu au pouvoir pour narguer le peuple, le peuple va vous montrer que c'est grâce au peuple que vous êtes au pouvoir. Merci, notre temps d'entretien est terminé. Une dernière question pour revenir à Blaise Compaoré. Est-ce que vous envisagez aller le rencontrer ces jours à venir, vu qu'il y a eu un procès et il a été accusé, condamné donc, dans cette affaire Thomas Sankara? Et quand vous dites que Blaise Compaoré a été accusé, Blaise Compaoré a été accusé par le tribunal et condamné par le tribunal, et ces faits n'engagent que le tribunal. Nous allons aller voir le président Compaoré. Nous avons toujours visité ceux-là même qui sont des maillons forts de la question de réconciliation nationale. Il y a une structure qui a été mise en place par le président de la transition. Nous allons les approcher pour voir comment est-ce que nous allons contribuer, voilà, comme d'alors sous le président Roch-Marc Christian Kaboré, contribuer à l'animation du débat public sur la question d'apaisement des cœurs. Nous allons aller en Côte d'Ivoire voir le président Compaoré et lui dire que la jeunesse consciente lui est reconnaissante et négocier à ce qu'ils reviennent aussi au Burkina Faso dans des conditions apaisées, négocier avec les dirigeants du Burkina Faso pour qu'ensemble nous puissions mettre main dans la main pour bâtir une nation prospère et recouvrir la sécurité. Merci à vous. Merci. Je rappelle que nous recevions comme invité Mamadou Abdelkader Traoré. Il est le coordonnateur du mouvement pour le retour de Blaise Compaoré. Et puis, bien sûr, nous avons parlé d'actualité et surtout du verdict du procès Thomas Sankara. C'est ici qu'on s'arrête pour l'entretien de ce jour. Et pour accompagner notre invité, nous allons marquer une petite pause musicale. C'est un clip featuring Smarty des Altinos. À l'instant, c'était plutôt le clip de Rickson Dolex qui nous chantait Sankara. Pour la suite, la chronique du jour. Et la chronique du jour, c'est la chronique Un nœud sur la société comme chaque mardi, virgule, et on revient. Et aujourd'hui, avec Serge Youssef Ouedraogo, nous parlons de la dépigmentation. Il est bien installé sur notre plateau. Bonjour Youssef. Bonjour Abdeta. Comment ça va? Dieu merci, ça peut aller. D'accord. Je suppose que tu n'es pas dans ça, la dépigmentation. Bon, c'est toujours pour interpeller nos sœurs et nos mamans. Oui. Parce que c'est un phénomène qui prend de l'ampleur. C'est ça. Et c'est pas bien aussi. Bien sûr, ce n'est pas bien. Et l'actualité, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas que les femmes qui se dépigmentent la peau. Il y a également des hommes qui se dépigmentent la peau. Mais Youssef, avant de parler de tout ça, oui, on va aller suivre donc les avis des populations dans ce micro-trottoir réalisé par Micheline Zongo. Moi, je pense que la dépigmentation est due au fait que de nos jours, les filles pensent que se dépigmenter, c'est se rendre belle pour les hommes. Souvent, il y a des filles qui ne veulent pas se dépigmenter. Mais quand leur homme s'intéresse à des filles claires dans la rue, elles aussi, elles ont le désir de se dépigmenter pour plaire à leur homme. Je pense que c'est ce qui provoque souvent la dépigmentation. C'est une mauvaise chose parce que la dépigmentation nuit à la santé. Et la dépigmentation peut causer un cancer de peau. Et tu peux avoir aussi des difficultés lors de l'accouchement à cause de la dépigmentation. Donc pour moi, ce n'est pas une bonne chose. Ce que je leur propose, c'est de garder leur teint naturel parce que pour plaire à un homme, on n'a pas besoin de se dépigmenter, on n'a pas besoin d'être clair pour plaire à un homme. Voilà, il faut garder ses qualités et je pense que l'amour ne vient pas du teint, mais du comportement chez la femme. Non, c'est pas bon même. Si c'est ma femme même qui a fait ça là, je vais laisser. Voilà. Alors tu gardes ton vie même. Si les gens on voit comme ça là, je ne plais pas même. Ça même te donne pas la santé même. Voilà, donne maladie même. Bon malade même te donne ça. Voilà. Si quelqu'un te connaît la vie là, il ne faut pas faire ça. Tu es venu chez moi au lieu de rester avec ta peau normale. Tu peux prendre de la pommade, tu viens pour être clair. Parce qu'il y a des filles qui sont claires au dehors, que les maris partent là-bas. Et puis toi aussi, tu veux changer ta peau. Ah, quant à moi, en tout cas, c'est pas normal. Et puis en plus de ça, je trouve que ça donne des maladies encore. Sur la santé, je vois qu'il y a d'autres qui disent que ça donne des cancers. Il y a beaucoup de conséquences. Je peux dire qu'à cause de la peau, de la peau là même, de changer la peau là, ça peut être une raison même pour que ton mari même te laisse. Surtout quand tu es une femme dans ta foyer. Voilà.
puisque ça ne va pas plaire à ton mari, il va te dire de ne plus pommader. Bon, si tu insistes, souvent après là, ça peut créer des problèmes. Voilà, ça peut mener une mésentente entre vous. Avec moi, la dépigmentation, ce n'est pas une bonne chose. C'est les gens qui ne comprennent pas. Ça peut t'amener les maladies de cancer, maladies de peau, toutes sortes de maladies. Ce n'est pas une bonne chose. Avec moi, si un homme me dit de pommader, pour que ça lui plaise, moi, je ne vais pas accepter. Parce que moi, je veux toujours rester ma peau comme ça y est. Dieu m'a fait sortir. D'autres, c'est pour plaire à les hommes. D'autres, c'est pour plaire à leur mari. D'autres, c'est leur plaisir. Ils n'ont qu'à arrêter. Si c'est les piqûres qu'ils font aussi, ils n'ont qu'à arrêter. Tout ça, ce n'est pas une bonne chose. Je n'ai aucun problème contre ceux qui ont les peaux noires, mais ceux qui se dépigmentent pour devenir clairs, en tout cas, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose parce que je ne suis pas docteur bien vrai, mais on dit que ça peut donner des maladies de peau. Voilà. Et souvent aussi, si ça ne réussit pas, voilà, ta peau, tu n'es pas belle, mais tu ne peux plus devenir noir encore. Donc, en gros, tu n'as pas obtenu une bonne résultat que tu voulais, mais tu ne peux plus devenir en arrière. Je peux dire que les femmes se dépigmentent pour les hommes, mais toujours tu dis que non, si quelqu'un t'aime vraiment, c'est pas à bas de ta peau qu'il va te dire de changer pour qu'il t'épouse. Voilà, s'il t'aime, il doit t'aimer tel que tu es. Voilà, c'est comme ça. S'il ne t'aime pas, c'est qu'il ne t'aime pas. Voilà, s'il t'aime, il doit t'accepter tel que tu es. Voilà. Mais pour les hommes? Pour les hommes, bon, ça, je ne peux pas dire grand chose sur ça parce que, bon, peut-être souvent aussi, il y a des femmes qui aiment ceux qui ont la peau claire. Donc, peut-être c'est dans le même sens en tout cas. Le conseil que j'ai à donner à ceux qui se dépigmentent, c'est que de rester tels qu'ils sont. Voilà. Et peu importe comment tu es, ta forme, ton teint, ton caractère, il y a toujours quelqu'un qui te plaît, qui te voit comme ça, qui t'aime comme ça. Voilà. Et un jour seulement, et tu rencontreras cette personne et ça va aller. On dit merci à Micheline Zongo qui était sur le terrain pour nous et surtout merci à vous, chère population, qui avez donné votre avis et vos avis sur donc, le sujet du jour, la dépigmentation. Alors Youssef, tu as écouté ce que les gens disent. Hein. Je pense que personne n'a apprécié. Tout le monde a dit que ce n'est pas bien. Oui, effectivement, tout le monde a dit que ce n'est pas bien parce que c'est un phénomène qui prend de l'ampleur au Burkina Faso et en Afrique. Voilà, le fait de vouloir être clair amène souvent des conséquences qui vous amènent souvent à la mort. Donc, le vieux a dit que si sa femme fait ça, elle va repartir. Donc, vous voyez parce déjà. Que si on t'a connu noir, et qu'à un moment donné, tu deviens multicolore ou clair, bon. Jaunâtre, il y a beaucoup de couleurs. Rouge, hein. Oui. Bon d'accord. Alors Youssef, on s'intéresse au phénomène de la dépigmentation, le cas précis donc du Burkina Faso aujourd'hui. Quel est justement le regard que tu portes sur la dépigmentation de la peau? Pour moi, quand je tourne un peu dans la ville ou dans certaines provinces, je me dis quand même que j'ai un mauvais regard sur la dépigmentation. Ça ne concerne que moi. Chacun a son choix et chacun est libre de dire ce qu'il pense. Parce que je me dis que c'est mauvais dans la mesure où dans notre société aujourd'hui, il y a des risques qu'on connaît. Parce que quand vous essayez de faire la dépigmentation, c'est des problèmes. Voilà, c'est la peau que vous êtes en train de détruire pour pouvoir être clair, pour plaire à un homme. Il y a des taches noires sur la peau. Si ceux-mêmes ou celles, quand je dis ceux ou celles, parce que ce ne sont pas les femmes seulement, même les hommes, qui ont les moyens, quand eux, ils essaient de pratiquer la dépigmentation, ils ont les moyens, ça peut aller correctement. Mais ceux ou celles qui n'ont pas les moyens, qui veulent forcer, quand vous les regardez souvent, vous avez la chair de poule. Les différentes couleurs sur la peau. Je me demande à cette période, la chaleur, c'est des nets, hein, il y a des gens qui ne peuvent même pas s'asseoir à côté d'un homme ou d'une femme qui est dépigmenté. Parce qu'il y a l'odeur. D'autres sont obligés de mettre des parfums pour atténuer l'odeur. Donc vous voyez, donc moi je porte un regard négatif sur ceux qui font ça ou celles qui font ça. Je suis contre ça. Mais a priori, qu'est-ce qui pourrait pousser une personne à se dépigmenter la peau? On s'intéresse aux raisons maintenant. Les raisons qui poussent souvent les personnes à vouloir se dépigmenter, il y a beaucoup de raisons. Voilà.
Et parce que la jeune dame a dit qu'il y a des femmes, si ce sont les femmes, il y a des femmes qui veulent plaire à leur mari. Parce qu'il y a des maris qui ont eu des femmes qui ont la peau noire. Des dehors, ils regardent des femmes qui ont la peau claire et ces derniers veulent que les femmes soient claires. Ou bien d'autres laissent les femmes noires aller chercher les femmes claires. Donc la femme qui se sent laissée, elle aussi, elle va dire, ah, comme c'est comme ça, je vais essayer aussi de faire pour que tu ne sortes pas. Ça, c'est une des raisons. Il y a aussi que, ça c'est au côté Burkina, je vais revenir un peu en arrière pour dire que c'est dû à la colonisation et à l'esclavagisme. Parce qu'au temps de la colonisation et de l'esclavagisme, là, il y a des gens qui voulaient être clairs pour avoir un rang social. Quand on prend dans mes recherches, j'ai vu que dans le monde, ce sont les Indiens qui ont commencé à se dépigmenter. Parce que là-bas, quand tu étais plus clair, les femmes, si tu étais plus clair, ou même les hommes, tu avais un rang social élevé par rapport à celui qui était noir. Donc, vous avez vu, et ils ont commencé à faire cela. Au fur et à mesure, ça a pris de l'ampleur en Afrique et c'est venu au Burkina Faso. Au Burkina Faso, quand on écoute les uns et les autres, c'est la tendance, je vais être clair pour plaire à mon mari. Je vais être clair pour plaire à moi-même. Le fait d'être clair, ça me plaît. Mais la plupart, c'est plaire à l'homme. Je me dis que la jeune fille a dit qu'elle ne va pas se dépigmenter pour plaire à un homme. Si tu m'as vu, teint noir, si tu veux de moi, prends-moi. Oui. Il y a aussi des phénomènes un peu, des visions un peu, comment je peux appeler ça, que les gens ont tendance à dire, dans d'autres milieux, si vous avez une femme claire, vous avez de la chance dans la maison. Ça, c'est mystique. Voilà, c'est mystique. C'est une femme claire, vous avez de la chance dans la maison. C'est la lumière dans la maison. Et dans certaines croyances-là, beaucoup aiment les femmes claires. Comme ils aiment les femmes claires, au lieu d'aller chercher une femme claire, la femme aussi va essayer de se dépigmenter pour plaire à son mari ou bien pour avoir des points aussi. Voilà. Donc c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, même des filles de 16 ans, des garçons, des vieux. Moi, j'ai vu un jeune garçon la dernière fois, mais j'étais vraiment contre. J'ai dit, mais tu fais ça pourquoi? Tu étais content, hein? J'étais contre. Hein? D'accord. J'étais contre. J'ai dit, tu fais ça pourquoi? Ça veut dire que tu as été vraiment étonné. Étonné de voir ça. Un jeune garçon. Voilà, les gens croient que ce sont les femmes. Non, les garçons le font aujourd'hui. Alors, l'autre raison que je peux ajouter aussi, Youssef, je pense qu'on ne valorise pas autant aussi le teint ébène, le teint noir. Ceux-là qui ont des teints vraiment noirs, cirés, noirs et vraiment très jolis. Sénégalaises, comme on aime voilà, l'appeler. Comme on aime les appeler. Moi, j'ai une amie qui est vraiment noire de peau, parce que quand nous on se suit vraiment, c'est la différence. C'est la différence et je pense que c'est ça aussi qui fait la beauté de notre amitié. Et chaque fois je lui dis, bon écoute, le jour que tu oses te dépigmenter la peau, notre amitié est finie, parce qu'elle a tellement un joli teint noir. Et je pense qu'il faut aussi aller vers l'encouragement aussi, vers le fait de dire des choses positives aussi à ces personnes-là qui ont des teints noirs, surtout les adolescentes ou les adolescents qui ont des teints noirs. Ne passez pas le temps à leur dire regarde comment tu es noir, comme quoi, regarde comment tu es. Comme si être noir, c'est un problème. Ce n'est pas un problème, c'est votre teint naturel. Si vous êtes clair de nature, tant mieux. Si vous êtes noir de nature, tant mieux. On garde que la peau originale, que la peau que Dieu vous a donnée. C'est ça qui est intéressant. Et je pense qu'il ne faut pas aussi dénigrer souvent la peau noire, parce que ça peut conduire aussi d'autres personnes à se dire c'est parce que je suis noire qu'on me traite comme ça, pourquoi ne pas chercher à devenir clair? Sinon, la raison pour des hommes, là, bon... c'est vérifié aussi, hein, la raison pour les hommes, c'est vérifié aussi. Hein. Mais nous allons essayer de promouvoir la peau noire. C'est ça. Aujourd'hui, il y a Miss Burkina, il y a Miss Oubedré, il y a Miss Teint Ébène, je les ai déjà reçus. Nous allons essayer de faire aussi Miss pour Sabalga. Mais oui, c'est ça, je dis. Voilà. Il y a Miss Teint Ébène parce qu'il y a déjà cette activité. C'est de les sensibiliser encore à rester vraiment elles. Voilà. Moi, quand je croise une jeune fille ou une dame, voilà, on a toujours dit que, bon, excusez du terme, mais voilà, les Moussis ne savent pas apprécier une femme. Le vrai Moira ne sait pas apprécier une femme. Là. Voilà. Mais quand c'est les pays côtiers, quand une femme est bien habillée, descend avec son teint, dit ah, Ayana. Donc, le fait de dire Ayana à une dame qui a la peau noire, ça va l'encourager à toujours rester
Voilà, ne pas vouloir être. Vous savez comme que les sa sœur. femmes sont comme ça, Voilà, elles c'est aiment comme ça. quand on les flatte avec des mots. Donc, quand ta femme est noire, oui, magnifie-la. Et puis, c'est sûr qu'elle aura confiance en elle. Alors, Youssef, on va avancer. Il nous reste moins de 5 minutes. Okay. On va s'intéresser maintenant aux conséquences de la dépigmentation. Les conséquences de la dépigmentation, ça, c'est la maladie. Voilà, c'est la maladie. Si vous prenez celles ou ceux qui se dépigmentent, ils ont des problèmes souvent de peau. Voilà, il y a les cancers de peau, il y a des infections, il y a si la peau, vous regardez, il y a la maladie qu'on appelle les vergetineuses, il y a l'atrophie, il y a les troubles même de la pigmentation, parce que votre corps n'est pas la même chose. À tout moment, vous avez des problèmes. Et quand vous partez à l'hôpital, vous avez des problèmes. Il y a même l'hypertension artérielle. Et il y a aussi comment on appelle, une complication rénale. Et à l'accouchement, si c'est surtout les femmes, à l'accouchement, vous avez des problèmes. Si c'est pour faire les soutis, on ne peut pas coudre la peau. Parce que la peau elle devient tellement léger, on n'arrive pas. Voilà, donc vous avez des problèmes. Donc tout ça, si le cancer il entre dans ça, vous avez des problèmes. Donc il y a beaucoup de maladies qui rentrent dans ce phénomène de la dépigmentation. Les femmes en savent, les hommes en savent, les jeunes garçons en savent, les jeunes filles en savent. Donc, il y a des fois, on dit qu'il faut aller voir un médecin parce que ma peau est comme ça, ma peau est comme ça. Un dermatologue, précisément. Un dermatologue. Arrivé, il va dire, c'est la pommade. C'est la pommade. C'est quel produit vous utilisez? C'est un mélange. Pourtant, il y a des pommades que la femme peut utiliser, être claire, sans se dépigmenter. Sans enlever la peau. C'est pour juste embellir la peau, oui. Ce n'est pas forcément pour changer la couleur donc, de la peau. Conséquences sanitaires, maintenant de l'autre côté il y a la conséquence sociale aussi. Conséquences sociales, vous avez le rejet de la population, hein. Les gens vous regardent comme un état très faible. Surtout quand le teint devient multicolore. Les gens vous regardent comme quelqu'un qu'on ne connaît pas. Oui. Les gens, souvent quand moi je circule, en circulation, je vois certaines dames et certaines jeunes filles ou certains garçons qui n'ont pas porté un habit qui couvre tout le corps. Je vois des couleurs. Je parle seul. Je dis, hey, je parle seul. Je dis, mais ça c'est quoi? Tu regardes les pieds jusqu'à. Celle-là aussi, c'est dans la maison de quelqu'un. Ah, c'est pas simple. C'est ce que vous dites. Celle-là aussi, elle dort dans la maison de quelqu'un. Non, c'est pas simple, c'est pas facile. Donc, côté social, il y a que les gens vont vous rejeter. Oui. Voilà, ceux qui vous connaissent, mais ils vont vous insulter aussi. Le regard des gens, c'est pas bon. Voilà, donc il y a un jugement aussi qui n'est pas positif à votre égard. D'accord. Automatiquement, il y a des gens qu'on donne l'éthique de garçons ceci, de femmes ceci. Alors, pourtant, c'est pas ça. Youssef, rapidement, comment on peut éradiquer ce phénomène de la dépigmentation selon toi? Et pour éradiquer cela, il faudrait que les produits cosmétiques, les produits pour la dépigmentation là, qui rentrent là, il faut que la douane essaie de barrer ça. Parce que les commerçants amènent que nos jeunes sœurs et nos frères payent. C'est de l'argent. Le commerçant a besoin de son argent. Le reste, ça ne le regarde pas. C'est des maladies qu'il va donner au niveau de la population. Okay. Il y a ça. L'État aussi doit prendre une loi pour arrêter la dépigmentation. Comme il y a des lois pour arrêter de fumer, pour interdire de fumer, il y a des lois pour faire cela, il faut prendre une loi. Et s'il y a une loi, il faut contrôler, il faut sensibiliser. Il faut sensibiliser en dépendant de la loi. Parce que c'est devenu un phénomène qui prend de l'ampleur au Burkina Faso. Et c'est la maladie. La maladie là, qui est le problème, les cancers. C'est ça le problème. Il faut sensibiliser. Merci à toi, Youssef. Notre temps est terminé. Ok, pas de quoi. Merci. Merci. Et surtout en milieu scolaire, moi j'ai vraiment un pincement au cœur quand je vois qu'il y a aujourd'hui des élèves de 16, de 14, de 15 ans donc, qui se dépigmentent la peau. C'est dommage vraiment. Je pense que surtout au niveau des scolaires, il faut sensibiliser, maximiser la sensibilisation et surtout en famille aussi. Il faut vraiment éviter cela et sensibiliser vos enfants à éradiquer carrément cette dépigmentation de la peau, parce que je me demande si vous commencez à vous dépigmenter la peau à 16 ans, quand vous aurez 28, 30 ans et que vous allez vouloir accoucher, bon, ça ne sera pas intéressant. Merci en tout cas, j'espère que vous avez bien noté les conseils pour la chronique Un œil sur la société aujourd'hui. Merci de votre fidélité. C'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous demain mercredi pour la chronique Questions de droit, puisque c'est la chronique de tous les mercredis, et puis pour un autre invité, donc si tout va bien, nous serons avec l'honorable donc Roland Bayala qui est député à l'ALT, et puis bien sûr nous aurons d'autres invités. Merci de votre fidélité à l'émission Bonjour le Faso et rendez-vous demain mercredi pour d'autres aventures. On se dit CUS.
cœur de la savane africaine, un média est né pour porter